Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous allons poursuivre l'étude des parois de l'abdomen et ce sera le dernier des cours avant de faire le diaphragme qui sera donc la paroi supérieure de la cavité abdominale et nous allons voir ou revoir différemment la région lombale. Région lombale en latin regio lombalis, d'où lombal en français, mais il est vrai que classiquement on dit lombaire et en anglais on dit lombar. Cette région, nous l'avons déjà évoquée, nous pouvons ici rappeler ces contours de la région abdominale de façon très simple, où nous remettrons qu'ici en arrière, nous avons la colonne vertébrale lombale, avec ici très schématiquement un corps vertébral, la région ensuite de l'arc neural et du processus épineux. Puis nous avons vu qu'il y a de chaque côté des colonnes musculaires qui sont postérieures, c'est-à-dire les muscles ici érecteurs spinaux. Puis nous trouvons de chaque côté de la colonne, vers l'avant, nous trouvons le muscle iliopsoas. À ce niveau, c'est le muscle psoas principalement, muscle iliopsoas, donc qui forme ces haubans musculaires autour de la colonne. Et puis en arrière, nous trouvons ici le muscle carré des lombes, qui va donc être dans un plan quasiment frontal, muscle carré des lombes, et puis nous allons avoir l'aponévrose du transverse et les trois couches musculaires que je vais symboliser ici d'une même couleur, donc c'est-à-dire le muscle transverse, le muscle oblique interne, le muscle oblique externe, et l'ensemble vient nous mener en avant à la colonne musculaire du droit de l'abdomen. Donc ceci, nous l'avons vu, et nous avons vu la région de la paroi postérieure de l'abdomen, nous l'avons vue en vue antérieure, et nous allons maintenant la reprendre en vue postérieure. Donc nous l'avons vu en disséquant l'ensemble de l'abdomen et regardant donc cette paroi postérieure de l'avant, et à présent, nous allons la regarder en vue ici postérieure, c'est-à-dire depuis l'arrière. C'est intéressant aussi puisque ce sera une voie d'abord classique pour la lombotomie, par exemple voie d'abord des reins, et maintenant aussi en abord mini-invasif. Nous allons ensuite rappeler que ceci s'intègre dans l'ensemble des parois du tronc. Et donc, classiquement, ceci peut s'étudier soit avec les parois du tronc, ici donc je mets juste la gauche et l'avant, donc avec l'ensemble des parois du tronc, ou ici comme on le fait en détail de la paroi postérieure de l'abdomen, c'est bien une voie d'abord de cette paroi postérieure. Nous pouvons ici rappeler donc cette intégration dans la région du tronc, avec des éléments que nous avons déjà détaillés, et je ne reviendrai pas ici, bien sûr, sur l'ensemble des détails. Nous verrons donc sur cette région, au point de vue osseux ici, c'est les contours très schématisés du sacrum qui va remonter ensuite sur l'aile iliaque, c'est le bord supérieur du pelvis, jusqu'à l'épine iliaque antérieure et inférieure. D'un point de vue osseux vers le haut, nous trouvons la région de l'épine de la scapula qui se termine par l'acromion, que l'on sent bien sous la peau. Et nous avons ensuite les contours cutanés, ici de la nuque, avec notamment le trapèze. Puis c'est la région deltoïdienne. Nous trouvons ici donc le muscle deltoïde, que nous replacerons. Ici les contours du tronc et les contours de la région glutéale, membre inférieur. Et nous allons donc replacer les éléments dans leur ensemble, avec ici vers le haut la région qui appartiendra au muscle trapèze, qui vient former le bord latéral du cou. Muscle trapèze qui a une forme triangulaire sur une moitié du corps et une forme trapézoïdale sur l'ensemble du corps, si on prend les deux côtés, avec donc ici, et je ne refais pas le schéma complet, nous l'avons vu, avec ici l'aponévrose, c'est-à-dire tendon aplati du trapèze. Puis nous allons trouver les fibres musculaires qui viennent converger donc vers le dehors, c'est-à-dire des fibres supérieures qui sont spiralées, qui vont contourner le bord inférieur de la région nucale. Puis nous allons trouver des fibres qui vont s'insérer
sur l'épine de la scapula, puis des fibres transverses et enfin des fibres ascendantes. Voici cette architecture juste rappelée du muscle trapèze. Et sous le muscle trapèze, nous voyons l'insertion du muscle deltoïde, c'est le chef postérieur ici du deltoïde que nous voyons et qui vient former le relief du moignon de l'épaule. Sous le trapèze, nous allons voir comme grand muscle de la paroi postérieure du tronc, nous allons voir le muscle grand dorsal que nous replaçons ici dans son ensemble, muscle grand dorsal qui vient s'insérer sur le sacrum, sur la partie postérieure de la crête iliaque et sur le fascia ilio-lombal. Ce muscle grand dorsal, voici ici ce fascia ici sacro-lombal qui vient avoir une forme triangulaire. Voici ce fascia ici sacro-lombal qui part du sacrum et des processus épineux bas, nous l'avons vu, et ce sera ici cette aponévrose qui se confond aussi avec le fascia de la région, donc fusion entre le tendon et le fascia qui entoure le muscle, et nous voyons partir ici le muscle grand dorsal qui va venir donc être en partie caché par le muscle trapèze comme nous l'avions vu. Et ce sont là les fibres convergentes du muscle grand dorsal, dont la terminaison va être cachée par le deltoïde, terminaison, je vous rappelle, sur l'humérus en passant à la face antérieure de l'humérus. Voici ici ce muscle grand dorsal, très étendu, depuis la colonne thoracique basse jusqu'au sacrum. Voici le grand dorsal. Et la région qui nous intéresse maintenant, donc qui va être, nous le voyons, recouverte par le grand dorsal, va correspondre à un triangle où nous allons voir partir ici le muscle oblique externe de l'abdomen, muscle oblique externe de l'abdomen, et ici ce petit triangle dans lequel apparaît une portion du muscle transverse de l'abdomen. Ce ne sera pas obligatoirement les mêmes couleurs que d'autres fois. Voici ici le transverse de l'abdomen. Et ici, nous sommes dans la région scapulaire, donc où nous verrions un certain nombre de muscles périscapulaires, et je vais mettre ici un fascia. Donc pour résumer, nous avons ici cette continuité avec la région du tronc. Voici le muscle trapèze, voici ici le muscle deltoïde, voici ici donc la région scapulaire, des muscles périscapulaires. Puis ici, nous avons le muscle grand dorsal. Ici, nous sommes dans la paroi abdominale, grand dorsal, oblique externe ici, et ici l'oblique interne. Dessous, nous serons bien sûr, nous le reverrons dans un instant, sur la région glutéale, et nous l'aurons ici recouverte du fascia glutéal. Donc voici cet ensemble général donc, de la paroi et des muscles postérieurs du tronc. Et nous allons maintenant donc faire l'agrandi de cette région lombale ou région lombaire. Nous allons commencer par la région superficielle où nous pourrons mettre donc la région glutéale que nous avons vu, que l'on étudie classiquement et nous avons vu avec le membre inférieur. Voici cette région glutéale et nous pourrons mettre en relief vers le haut, osseux, nous pourrons mettre la 11e côte qui va presque jusqu'au flanc, ensuite c'est bien sûr la 10e. La 10e côte, je mets de façon extrêmement légère et nous y reviendrons. Et nous allons rester là dans une région superficielle. Voici donc les contours cutanés de la paroi abdominale, puis ici de la région glutéale. C'est ici donc la crête iliaque, et puis la continuité vers le bord latéral du sacrum, et puis la région du coccyx. Nous serons là sur ce premier plan, on peut mettre ici la ligne, donc c'est la ligne médiane, c'est une vue postérieure avec donc ce qui est à droite ici, ce qui est en haut, c'est la même chose que pour cette vue, nous agrandissons ici cette petite région. Nous allons commencer donc par, on peut rappeler ici la ligne des processus épineux, donc que l'on sent sous la peau, puis la crête sacrale médiane. Nous serons là au niveau du fascia, et nous allons voir que le fascia va être soulevé
par la masse des muscles érecteurs spinaux. Ceci viendra marquer une première limite en relief. Puis nous allons voir le relief ici du muscle grand dorsal qui s'insère sur le fascia thoracolombal et qui s'insère également sur la crête iliaque. Donc ceci sera un repère, c'est le bord inférieur recouvert par le fascia ici. Voici la région donc, qui sera celle de la région des muscles érecteurs spinaux qui sont bien sûr en profondeur contre la colonne et sous le muscle grand dorsal. Nous avons ici donc le fascia du grand dorsal et le muscle grand dorsal qui est ici entièrement recouvert par ce fascia comme tous les muscles. Voici donc ce qui est directement le plan superficiel, le plan sous-cutané. Puis nous serons ici donc dans cette région du triangle que nous reverrons avec le fascia superficialis qui recouvre le muscle oblique externe et ici le muscle oblique interne. Et dessous, nous sommes ici dans la région glutéale et c'est ici le fascia glutéal superficiel qui est épais et qui vient recouvrir notamment le muscle glutéal majeur, grand fessier, et muscle glutéal moyen, moyen fessier. Donc voici ici ces éléments et on va placer le relief du bord inférieur du muscle grand fessier qui, je vous rappelle, n'est pas lié au relief du plan cutané et le plan cutané vient ici couper classiquement le milieu du bord inférieur du muscle glutéal. Nous aurons fait vers le haut une incision cutanée, ce qu'on fait classiquement en anatomie, pour terminer le plan, donc c'est vraiment comme une dissection, et nous pouvons ici, dans ce plan superficiel, juste sous la peau, voir arriver l'émergence des nerfs. Nerfs qui vont être les branches postérieures des nerfs spinaux, comme nous le reverrons. Et en particulier, puisque ces nerfs sont obliques vers le bas et le dehors, comme l'ensemble des espaces intercostaux, nous allons trouver ici l'émergence de T10, T11, T12. Donc voici ici ces émergences qui se font globalement au bord latéral des muscles érecteurs spinaux. Voici ces branches dorsales, on en parle finalement relativement peu, qui ont un aspect métamérique et qui viennent innerver la peau de la région paravertébrale et la peau de la partie postérieure de la paroi de l'abdomen. Donc ici, ces branches dorsales des nerfs spinaux, lombaux. Et ici, nous arrivons à la région T12. Donc ici, nous sommes sur T12, T11, T10, T9, l'émergence des racines, c'est-à-dire des branches qui viennent perforer ici le fascia. Bien sûr, ce sont là des nerfs purement sensitifs qui viennent innerver la peau. Puis, nous allons trouver L1. L1 a aussi une obliquité et va perforer la région plus latéralement. Ceci correspondra à une branche du nerf ilio-hypogastrique. Et donc, nous voyons ici arriver L1 qui perfore le fascia et qui va descendre pour rejoindre la région glutéale, ici. Voici la branche postérieure de L1. Nous pouvons mettre ici les perforations du fascia, bien sûr chaque fois un petit foramen. Et ici donc L1 qui vient arriver jusqu'à la région glutéale. Et cette branche dorsale postérieure du nerf L1 vient également correspondre à ce qu'on appelle le nerf clunial. En anglais, c'est clunéal, en français clunial. Donc, nerf clunial supérieur, ou les nerfs cluniaux, puisqu'on a plusieurs, on peut les regrouper ou pas, nerfs cluniaux supérieurs, et ici, donc, c'est L1.
Puis nous allons trouver L2, donc qui va être en dessous et qui vient également croiser la crête iliaque. Donc ici L2. Et ensuite L3 qui vient ici également prendre en charge donc la partie supérieure de la région glutéale. Donc voici ces branches postérieures, L1, L2, L3, ici L3, et de façon un peu curieuse peut-être, L4 et L5 ont un territoire quasiment inexistant au point de vue cutané, c'est un territoire essentiellement musculaire. La région plus basse va être prise en charge par S1, S2 et S3 qui se forment les nerfs cluniaux moyens. Et voici ici l'émergence de S1, S2, S3 qui sont les nerfs cluniaux moyens. Donc c'est la jonction avec la région S1, S2, S3 et ici donc qui sont les nerfs cluniaux. Alors parfois, certains disent au singulier, nerf clunial moyen, mais il y a bien trois éléments nerveux, nerfs cluniaux moyens. Et ici, puisque c'est la jonction avec le membre inférieur, nous pouvons rappeler qu'il va y avoir des nerfs cluniaux inférieurs, ici, qui viendront de la partie toute basse du plexus sacral, ici donc les nerfs cluniaux inférieurs. Donc voici pour ce plan superficiel, et bien sûr ces nerfs sont intéressants, notamment pour des anesthésies loco-régionales, nerfs cluniaux inférieurs. Voici cette région donc superficielle, et bien entendu quand on dissèque, où il faut protéger ces racines nerveuses. Nous arrivons maintenant au plan suivant, et le plan suivant sera un agrandi de cette région, ici basse, avec ce triangle lombal qu'on appelle aussi le triangle de Jean-Louis Petit. Nous allons pour cela remettre ces régions avec la région glutéale, qui je vous rappelle est à peu près d'aspect elliptique chez l'homme et piriforme chez la femme. Il y a une forme de dimorphisme sexuel. Voici ici donc cette région. Nous allons pouvoir placer, rappelez qu'ici nous aurons les processus épineux, que la crête iliaque sera au niveau de L4, puis ici, de façon symbolique, nous représentons le bord latéral du sacrum et la région du coccyx. Nous avons ici les contours cutanés de la paroi abdominale et du tronc, et ici la région glutéale. Nous aurons donc ouvert le fascia, je vous rappelle qu'il y a partout des fascias, et nous allons maintenant trouver l'aponeurose d'origine qui se fait également sur le fascia sacrolombal du muscle grand dorsal. Donc voici cette aponévrose et ce fascia qui sont, puisque c'est du tissu fibreux, qui sont finalement fusionnés. Les tissus fibreux sont souvent fusionnés entre eux, donc on les distingue d'un point de vue conceptuel ou d'un point de vue descriptif, mais en pratique, vous tombez sur un plan fibreux qui correspond au fascia et à l'aponévrose, ici, d'origine du muscle grand dorsal, fascia sacrolombal et aponévrose du grand dorsal. Nous arrivons là sur la jonction tendino-musculaire et voyons donc cette insertion sur la crête iliaque et puis sur le sacrum. Nous arrivons sur la jonction tendino-musculaire et nous trouvons les fibres du grand dorsal qui vont être obliques vers le haut et vers le dehors. Nous allons remettre ici un trait d'incision cutané. Voici ce muscle grand dorsal qui vient remonter et qui viendra former le bord ici latéral du tronc, est formé par le grand dorsal. C'est un muscle qui est très étendu, qui va ensuite ici donc remonter sur l'ensemble de, on va remonter un tout petit peu encore l'aponévrose ici, qui va remonter ici sur l'ensemble de la colonne, être vers le haut, recouvert par le muscle trapèze. Voici ce grand dorsal, c'est un muscle qui est assez fréquemment atrophique dans la mesure où
nous sommes souvent en position de flexion, notamment quand on travaille assis. Et lorsqu'il est développé, c'est bien lui qui vient former le bord latéral ici du tronc. Sinon, c'est la cage thoracique. Voici ce muscle grand dorsal très étendu qui peut être utilisé pour toute une série de lambeaux en chirurgie plastique, également lambeaux possibles d'un point de vue myocardique pour remplacer du myocarde après nécrose, après infarctus. Donc des lambeaux ici du grand dorsal qui sont très connus, très classiques, puisqu'il y a beaucoup de surface musculaire. Bien entendu, ces lambeaux doivent être prélevés avec le pédicule nerveux et avec surtout le pédicule vasculaire pour pouvoir être viable. Voici ici donc ce muscle grand dorsal. Puis nous allons voir grand dorsal qui est le plus superficiel ici et qui vient former donc une partie de la paroi postérieure de la région lombale. Et puis en dessous, qu'est-ce que nous allons trouver vers le bas? Eh bien nous trouvons ici le muscle oblique externe dont les fibres sont obliques vers le bas et le dehors, et viennent se terminer sur la crête iliaque. Ce sont des fibres qui sont spiralées, qui vont ensuite bien sûr se retrouver sur l'avant, mais cette direction ici est caractéristique des fibres de l'oblique externe. Ceci est comparable à l'obliquité des fibres du muscle intercostal externe. Muscle oblique externe que nous avons surtout vu de l'avant, mais que nous voyons ici de l'arrière, qui est le plus superficiel des trois muscles larges et qui vient se terminer ici sur la crête iliaque, puis en avant, c'est le ligament inguinal. Donc, l'oblique externe. Puis, nous allons voir ce petit triangle, donc très particulier, qui est ce triangle de Jean-Louis Petit, qui est un chirurgien français du XVIIIe siècle, triangle de Jean-Louis Petit. C'est utilisé de manière internationale, même si je vous rappelle qu'en terminologie officielle, il n'y a plus de nom propre, éponyme. Mais c'est quand même un terme extrêmement classique que ce trigone ou triangle lombal de Jean-Louis Petit. Nous allons voir que ce triangle a trois côtés. Le côté supérieur et médial, c'est le bord inférieur du grand dorsal. Le côté supérieur et latéral, c'est le bord inférieur ou infério-postérieur de l'oblique externe. Et le bord inférieur, c'est la crête iliaque. Voilà les trois côtés du triangle de Jean-Louis Petit. Et dans ce triangle, eh bien, nous voyons les fibres de l'oblique interne dont les fibres sont perpendiculaires à celles de l'oblique externe. Cette oblique interne s'insère sur la crête iliaque et ce sont donc des fibres à 90 degrés par rapport aux autres, ceci correspondant également à l'orientation du muscle intercostal interne. Voici ici donc l'oblique interne qui apparaît dans ce trigone. Nous avions déjà évoqué cette région avec les points faibles de l'abdomen. Nous le reprenons ici de façon plus systématisée de la surface à la profondeur. Et bien entendu, comme il n'y a pas d'oblique externe, il y a une couche en moins et il peut exister à ce niveau des hernies. Nous verrons comment elles arrivent dans la région, des hernies donc du trigone lombal. Nous pouvons en profiter ici pour remettre les éléments de la région inférieure, avec ici notamment le muscle glutéal majeur, qui va ici venir être très étendu et recouvrir l'essentiel de la région, avec donc ces fibres obliques vers le bas, vers le dehors et légèrement vers l'avant, puisque rejoignant la région latérale du fémur. Voici ici le muscle glutéal majeur ou grand fessier qui s'insère sur la partie postérieure de la crête iliaque ainsi que sur la crête sacrale latérale. Voici le muscle glutéal majeur qui est le plus superficiel des muscles de cette région glutéale ou fessière, qui est un muscle extrêmement puissant qui permet donc notamment de l'extension comme nous l'avons étudié avec le membre inférieur. Terminaison ici, osseuse et terminaison sur le fascia lata. Puis nous allons trouver au-dessus de ce muscle et occupant toute la région latérale, nous trouvons ici le muscle
glutéal moyen, sachant que le muscle glutéal mineur, lui, sera en dessous et caché par le muscle glutéal moyen. Donc glutéal moyen, en rappelant également que ces muscles qui s'insèrent sur l'aile iliaque ont une obliquité vers l'avant et le dehors, puisque la crête iliaque est oblique, quasiment à 45 degrés, vers l'avant et le dehors. Donc voici ici le muscle grand fessier ou glutéal majeur, et ici le muscle glutéal moyen, qui est un abducteur. Donc voici ce plan superficiel avec ce trigone ou triangle de Jean-Louis Petit. Et nous allons maintenant voir le plan suivant où nous allons ouvrir un certain nombre de muscles. Donc nous allons retrouver ici la région glutéale, puis nous serons ensuite sur le bord latéral ici du tronc. Nous referons cette incision cutanée et donc nous plaçons ici la crête iliaque, puis le bord latéral du sacrum, la région coccygienne. Ici, le bord latéral du tronc et donc de la paroi abdominale, la région glutéale. Vers le haut, l'incision cutanée que nous aurons faite. Nous aurons ici coupé vers le bas, nous aurons sectionné la ponévrose du muscle grand dorsal. C'est quelque chose d'extrêmement aplati, à peu près de l'épaisseur d'un tissu de chemise ou de jean. Donc ici, nous avons coupé cette aponévrose pour dégager la région plus profonde. Et je vous rappelle que cette aponévrose est fusionnée avec ce qu'on appelle le fascia sacro-lombal. Donc ceci est un plan supplémentaire de dissection, et si l'on procède d'un point de vue chirurgical, ceci correspond à des écartements des muscles pour tomber sur la région plus profonde. Vers le haut, nous allons sectionner ici le muscle grand dorsal. Voilà cette section du muscle grand dorsal qui est aplatie, mais quand même relativement avec une certaine épaisseur. Voici ici la section du muscle grand dorsal, et donc nous avions ici son bord qui venait former le bord latéral du tronc. Donc nous avons coupé ici le grand dorsal, et nous allons voir apparaître donc de façon plus claire ici le muscle oblique externe qui va venir s'insérer sur les dernières côtes. Voici ici la 11e côte. Voici ici la 12e côte. Et entre, je vous rappelle qu'il existe des arcades fibreuses que nous avons vues ou que nous verrons avec le diaphragme. Donc arcades entre ici ces côtes. L'ensemble sera caché vers le dedans par la masse des muscles érecteurs spinaux, donc qu'on appelle aussi muscles paravertébraux. Je ne rentre pas dans le détail, ils sont assez complexes. Et nous avons ici les processus épineux que l'on palpe sous la peau. Et voici cette masse, on va dire commune, c'est le terme qui est souvent utilisé, cette masse commune des muscles érecteurs spinaux qui globalement sont verticaux, longitudinaux et constitués de plusieurs sous-groupes avec de multiples petits chefs. Voici ici cette masse des muscles érecteurs spinaux. Et nous avons ensuite ici le ligament arqué latéral. Donc, ligament arqué latéral, l'extrémité de la 12e côte qui est de longueur extrêmement variable, la 12e côte, et nous aurons ici le muscle oblique externe qui va apparaître dans toute son étendue, c'est-à-dire venant s'insérer sur ces arcades fibreuses, et nous en voyons le bord postéro-inférieur qui descend ici vers le bas pour s'insérer sur la crête iliaque. Voici donc la partie postérieure du muscle transverse, du muscle oblique externe de l'abdomen, avec ici donc plusieurs chefs qui viennent s'insérer sur les côtes et sur les arcades fibreuses.
Donc là, nous voyons cette partie postérieure dans sa globalité. Encore une fois, ici, c'est un aspect de dissection. Sinon, en écartant les muscles, eh bien, on retomberait sur les mêmes structures. Voici donc le muscle oblique externe dans sa partie postérieure. Et puis, nous allons voir émerger vers le haut, d'une part, ici, un petit ligament, constitué parfois de deux chefs, c'est le ligament lombocostal, qui vient de L1 et de L2 et se termine sur l'extrémité de la 11e et de la 12e côte. Ligament lombocostal qui est ici à la partie supérieure de cette région. Système fibreux, ces ligaments lombocostal qui vient s'intriquer avec les arcades intercostales et le ligament arqué latéral. À la partie toute haute aussi, nous allons trouver le passage d'un petit muscle qui est le muscle dentelé postérieur et inférieur que l'on étudie avec le thorax. Et nous allons maintenant être ici sur cette région intermédiaire qui a une forme, vous voyez, carrée, plutôt quadrilatère, ici oblique externe qui apparaît maintenant dans la totalité de son insertion postérieure. Nous avons ici les muscles érecteurs spinaux, qu'on appelle aussi les spinaux parfois. Nous avons ici la région du ligament lombocostal. Nous avons là en orange le muscle dentelé postérieur et inférieur. En latin, dentelé, c'est serratus, c'est-à-dire c'est musculus serratus posterior inferior. Donc le muscle dentelé postérieur et inférieur qu'on étudie avec la paroi du tronc. Voici donc cette région. Et cette région qui est donc presque quadrilatère ici, est appelé classiquement le quadrilatère de Greenfeld. Quadrilatère de Greenfeld, G-R-Y-N-F-E-L-T. Quadrilatère de Greenfeld, qui a donc ici 4 côtés. Le côté médial, c'est le bord latéral des muscles érecteurs spinaux. Le côté supérieur, c'est le muscle dentelé postérieur et inférieur et le ligament lombocostal. Le bord latéral, c'est le bord inférieur, inféro-postérieur de l'oblique externe. Et le bord inférieur, c'est la crête iliaque et l'insertion de l'oblique interne. Et en dessous, nous allons remettre maintenant du fascia, nous serions ici sur la région glutéale. Donc, région glutéale. Voici donc cette région secondairement plus profonde, qui est le quadrilatère de Greenfeld. Ce quadrilatère de Greenfeld est une zone de fragilité, puisque nous sommes ici sur le fascia, et à travers ce fascia, nous serons dans la cavité abdominale. Donc les hernies vont passer d'abord par l'aponévrose du transverse, ici passer par ce quadrilatère de Greenfeld, passer par ce fascia, et venir ici émerger dans le trigone lombal. Nous allons maintenant reprendre les éléments dans les vues encore plus profondes, en le faisant relativement sommairement avec 2 petits schémas. Donc ici, c'est le plan intermédiaire, le quadrilatère de Greenfeld, et nous allons maintenant reprendre 2 petits schémas où nous allons voir les plans encore plus profonds. Voici ici la région glutéale, le bord latéral du tronc, et nous serons ici sur le plan directement osseux, que je mettrai de façon extrêmement symbolique. Voici les contours cutanés, contours de la région glutéale. Voici les régions des processus épineux, sachant que L4 correspond au niveau de la crête iliaque, S5, S1, puis c'est la crête sacrale médiale. Nous allons voir ici, très schématiquement symbolisés, les corps vertébraux lombaires, L4 au niveau de la crête iliaque, et nous aurons ici les processus épineux,
processus transverse ici, L4, L3, L2, L1, et donc ici nous avons T12, puis nous avons ici T11. Nous sommes là sur un plan plus profond, où nous avons encore enlevé des éléments. Nous pourrons remettre les muscles érecteurs spinaux que nous aurons en partie ici écartés vers le dedans, avec un écarteur. La masque ici des muscles spinaux, érecteurs spinaux. Donc ces muscles, ici, nous les aurons écartés pour voir la partie latérale osseuse. Ici, on va mettre un petit écarteur. Et donc ici, on écarte ces muscles vers le dedans. Donc muscles érecteurs ici spinaux. Ceci nous permet de voir dégager les côtes, de voir dégager ici les processus costiformes, équivalents des processus transverses au niveau lombal. Nous avons vers le haut le ligament arqué médial, puis les ligaments arqués intercostaux. Et nous sommes maintenant sur un plan qui correspond à l'origine du muscle transverse de l'abdomen, qui va se faire par des arcades fibreuses entre les processus costiformes, et nous trouverons une première partie tendineuse aplatie, c'est-à-dire une aponévrose, avec des fibres transverses. C'est ici l'origine du muscle transverse de l'abdomen. Et nous allons voir les fibres du muscle transverse de l'abdomen, qui seront donc transversales, horizontales, que nous allons voir ici, partir de ces arcades et de l'aponévrose pour aller latéralement. En superficie, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons les muscles larges, c'est-à-dire que nous trouverons le muscle oblique externe, que je remets ici en rose, le plus superficiel, et que nous avons donc ici sectionné, muscle oblique externe. Puis en dessous de lui, nous avons le muscle oblique interne, donc ces muscles larges, et en les ayant coupés, l'insertion de l'oblique interne sur la crête, ici, eh bien, en les ayant coupés, nous tombons ici sur le muscle transverse de l'abdomen. Et c'est à travers cette aponévrose du transverse de l'abdomen et son fascia que passent les hernies. De l'autre côté, on est dans la cavité abdominale. Voici le muscle transverse de l'abdomen, la jonction tendinomusculaire, et nous sommes là sur le complément de ce que nous avions déjà vu avec la paroi postérieure, mais nous le voyons depuis l'arrière. Nous avons donc ici ce muscle transverse de l'abdomen, ici l'oblique interne, l'oblique externe. Et nous sommes là en profondeur du trigone lombal. Si nous ouvrons encore cette aponévrose pour voir le plan encore plus profond, qu'est-ce que nous allons trouver? Eh bien, nous allons ici trouver le plan du muscle carré des lombes que nous avons vu avec cette paroi postérieure vue de l'avant. C'est la jonction donc entre ce que nous avions fait en vue de l'avant, qui est une vue tout à fait classique en dissection, et la vue ici de la région lombale. Voici les contours cutanés. Nous aurons ouvert les éléments de la même manière, avec ici les processus épineux, jusqu'au processus épineux de L4, qui correspond au sommet de la crête iliaque, puis c'est le bord latéral du sacrum, la région coccygienne, L5, puis la crête sacrale médiale. Nous allons retrouver ici les différents corps vertébraux, donc très schématiquement, puisqu'on les laissera recouverts par les muscles érecteurs spinaux. Et nous avons donc le processus costiforme de L4, processus costiforme de L3, L2, L1, et nous sommes ici sur la 12e côte et 11e côte. Nous retrouvons les muscles érecteurs spinaux qui sont ici en dedans, donc tout le long de la colonne, depuis la région sacrale jusqu'à la région occipitale,
en tout cas jusqu'au niveau de l'atlas, donc dans la gouttière, ce qu'on appelle la gouttière vertébrale, tout le long de cet arc, hémiarque neural des vertèbres, voici la masse des muscles spinaux. Là également, nous les avons réclinés vers le dedans pour pouvoir voir l'extrémité des processus costiformes. Processus costiforme, donc c'est l'équivalent en schématisant, c'est l'équivalent des processus transverses des autres vertèbres. Nous voyons donc ici ces processus costiformes de L1, L2, L3, L4. Nous retrouvons vers le haut cette 12e côte et nous avons maintenant ouvert le muscle transverse et nous tombons sur le muscle carré des lombes que nous avions vu, qui est donc finalement plutôt rectangulaire que carré, qui s'insère sur le bord inférieur de la 12e côte, comme nous l'avions vu de l'avant, et qui vient s'insérer par des faisceaux sur des arcades fibreuses entre les processus costiformes et sur les processus costiformes eux-mêmes. Voici ici ce muscle carré des lombes, vu de l'arrière, et que nous voyons ici, composé de plusieurs petits chefs. Bien sûr, on pourrait rentrer dans le détail très précis de ces différents chefs, mais ce n'est pas fondamental à ce niveau de description. Donc voici le muscle carré des lombes, vu de l'arrière, muscle carré des lombes. Plus en avant, sur les côtés, nous aurions le muscle psoas. Et donc, latéralement, nous aurons ici coupé le muscle transverse, muscle large, le muscle oblique interne, muscle large également, et le muscle oblique externe. Et donc, sur ce qui reste, nous sommes sur le fascia transversalis, c'est-à-dire le fascia profond du muscle transverse, et donc dans la cavité péritonéale, sur le péritoine, puis la cavité péritonéale. Donc voici ces différents plans, avec toujours la même orientation, c'est-à-dire la droite ici et le haut. Et nous avons vu donc ces différents plans depuis la superficie jusqu'à la profondeur. Ces hernies viennent donc passer par soit les petits orifices ici, soit la partie latérale du carré des lombes, arrivent au niveau de l'aponévrose du transverse qu'elle perfore, arrive dans le quadrilatère de Greenfeld, puis peut sortir, peut s'externaliser ici par le trigone lombal de Jean-Louis Petit, et donc ici faire une masse, une tumeur dans la région. Ces hernies sont, il faut le dire, relativement rares, mais elles existent et on en comprend très bien le mécanisme. Hernie du trigone lombal, et donc qui viennent, hernie de système digestif, du tube digestif, trigone lombal, donc qui viennent de la profondeur par ces couches. C'est aussi ici intéressant parce que ce sera une voie d'abord pour arriver sur le rein, dans la lombotomie, nous en redirons un petit mot, puisqu'effectivement, si l'on fait un tout petit schéma ici à nouveau de la région, nous avons ici la crête iliaque, le bord latéral du sacrum, le coccyx. Nous allons avoir ici les différents processus épineux, jusque L4, L5, la crête sacrale. Nous avons ici L4, L3, L2, L1, ici la 12e côte, puis ici la 11e côte. Voici les bords latéraux. Et le rein, nous l'avons vu, vous le reverrez dans le cours sur les reins droit et gauche viennent se projeter au niveau à peu près à mi-hauteur au-dessus de la 12e côte et à mi-hauteur en dessous. Le hile rénal se projette au niveau de L1, et donc nous avons ici la masse rénale qui vient se projeter. Ceci explique que d'une part, nous pourrons avoir une voie d'abord soit classique avec une incision qui est la lombotomie, soit
par chirurgie micro-invasive avec une petite incision où l'on pourra être en rétropéritonéal. Voici ici la région où l'on pourra faire la lombotomie. C'est également là, sous la 12e côte, que l'on pourra faire des ponctions biopsie rénales, comme on en a parlé avec le rein, mais ce sont ces repères qui sont importants. Nous allons terminer par une coupe que nous avons déjà fait plusieurs fois, donc que nous pourrons faire de façon relativement simple et avec encore un petit mot d'explication, qui est une coupe horizontale de la région lombale. Nous allons faire quelque chose de relativement sommaire avec ici une vertèbre lombale. Vertèbre lombale, donc qui a un aspect, le corps a un aspect classiquement réniforme, ça dépend du niveau, plus on est bas, plus c'est transversal, plus le grand axe est transversal. Ici donc un corps vertébral, nous avons un foramen vertébral qui est triangulaire, et puis ici nous représentons l'arc neural et le processus épineux lombal. Donc ici, de façon très schématique, section d'une vertèbre lombale. Puis nous pouvons rappeler qu'il y a des gouttières ici très marquées, c'est-à-dire que la cavité abdominale va se creuser vers l'arrière pour aller jusqu'à la paroi, et ici nous aurons donc l'ensemble de la paroi qui vient nous mener jusqu'à la région antérieure. Nous pouvons ici placer, de façon là aussi schématique, c'est un rappel, nous pouvons placer ici le muscle ilio-psoas, qui aura donc plusieurs insertions et qui en profondeur laisse un espace pour le plexus sacral et pour des éléments veineux, avec des arcades fibreuses ici qui permettent cette insertion. Muscle psoas qui est recouvert par un fascia très épais, qui est le fascia iliaca. Donc ici, muscle psoas. Puis, vers l'arrière, nous allons avoir ces muscles érecteurs spinaux. On les représente en général de façon simplifiée, mais en pratique, il existe 3 sous-groupes. Un qui va être extrêmement collé ici sur l'arc neural, puis un qui sera un petit peu plus latéral, mais très proche de la vertèbre malgré tout. Et nous trouverons encore un groupe qui sera, lui, plus latéral, donc dans ces muscles érecteurs spinaux. Voilà ces muscles érecteurs spinaux que l'on met ici en ocre et qui eux-mêmes sont recouverts par un fascia qui est épais et qui est la suite du fascia sacro-lombal et qu'on appelle ici notamment le fascia lombocostal. Voici ce fascia qui enveloppe les muscles érecteurs spinaux, ce qui fait qu'il peut exister un syndrome canalaire au niveau des muscles érecteurs spinaux. Si on a une compression ou une augmentation de pression dans la loge, eh bien, on viendra comprimer l'apport sanguin. C'est un syndrome de loge caractéristique, c'est rare, mais c'est également quelque chose qui est classique et décrit et que l'on comprend bien, muscles ici érecteurs spinaux. Puis, nous pouvons placer plus en superficie l'aponévrose, c'est-à-dire le tendon d'origine aplati du muscle grand dorsal. Il s'insère sur les processus épineux et voici ici ce muscle grand dorsal qui vient envelopper la région et viendra former le bord latéral du tronc et de la paroi abdominale plus haut. Voici le grand dorsal. Là également, on ne les remet pas à chaque fois, entouré bien sûr toujours d'un fascia. Donc nous sommes ici sur le grand dorsal, premier plan que nous avons vu, puis nous allons tomber en dessous sur l'insertion du muscle transverse de l'abdomen, insertion du transverse de l'abdomen, et puis, donc voici, avec son aponévrose ici, puis ce sera, après l'aponévrose du transverse, ce sera le muscle transverse lui-même que nous avons mis en bleu. Voici le transverse de l'abdomen qui, lui, va se poursuivre vers l'avant pour participer ensuite à la gaine du droit de l'abdomen. Voici le muscle transverse de l'abdomen en bleu. Et puis, nous allons trouver en dessous, on
plus en profondeur, nous allons trouver le muscle carré des lombes. Carré des lombes que voici et qui s'arrête assez rapidement puisqu'il s'insère uniquement sur le bord inférieur en largeur de la 12e côte. Puis nous allons trouver eh bien, fascia ici, qui est le fascia rétropéritonéal et le fascia transversalis, c'est-à-dire qui couvre la face profonde du muscle transverse. Puis, nous sommes là sur le trigone lombal, il y a un petit espace, et nous sommes donc ensuite ici sur le muscle oblique externe, et entre l'oblique externe et l'oblique interne, nous trouvons ici le muscle oblique interne que l'on voit donc apparaître dans ce trigone de Jean-Louis Petit. Donc nous sommes là sur l'oblique externe, l'oblique interne en violet, le transverse, le fascia transversalis, et puis en superficie, c'est le fascia superficialis qui viendra se poursuivre par le fascia superficiel ici qui recouvre le muscle grand dorsal. Puis nous serons sur le plan cutané ici, plan cutané avec un petit peu de tissu adipeux sous-cutané, bien sûr variable, suivant les gens, et le sillon médian. Tout à fait en profondeur, nous pouvons mettre ici en vert clair, eh bien, ce sera le feuillet pariétal du péritoine qui est accolé. Et donc, nous aurons ici cette cavité abdominale qui sera vers l'avant. Médialement, nous serons dans la région rétropéritonéale avec le rein, et nous reverrons ça, bien sûr, ultérieurement. Donc voici cette région, et nous pouvons placer eh bien, les nerfs, en rappelant donc ici un nerf spinal, et ce nerf spinal aura une branche antérieure et une branche postérieure. Cette branche postérieure va venir innerver, d'un point de vue moteur, les muscles ou les différents contingents de muscles érecteurs spinaux, d'un point de vue moteur. Puis viendra notamment ici passer entre certains des faisceaux musculaires pour perforer le fascia et donner ces rameaux cutanés que nous avons vus sur le premier schéma, donc rameaux cutanés purement sensitifs, ici, qui viennent innerver la peau de cette région. Et c'est aussi de ces nerfs que vont naître les nerfs cluniaux au niveau de L1, L2. Nous pouvons terminer ici en représentant deux petites choses, c'est-à-dire où on fera la lombotomie, donc les reins qui seront placés ici. On peut mettre un contour ici, une ombre rénale, donc qui serait dans cette région, donc que nous reverrons bien sûr par la suite. Et nous pouvons ici mettre deux petits schémas. D'une part, où se fera l'incision de la lombotomie. Il y a plusieurs possibilités, mais une des possibilités classiques, ici la 12e côte, ici la 11e côte, eh bien, sera de faire une incision sous la 12e côte, ici, qui sera oblique vers le bas et le dehors. Voici cette incision classique de la lombotomie. Et donc, on va écarter les différents plans musculaires ou les sectionner pour tomber sur le rein droit ou gauche. Ici, donc, la région glutéale et les éléments que nous avons pu voir. Et si l'on représente ceci sur quelqu'un qui serait couché, puisqu'en fait, cette incision se fait effectivement non pas sur le ventre, mais couché, puisqu'on est ici postéro-latéral, couché sur le côté. Nous aurons ici la personne qui sera allongée, la région du cou. Le membre supérieur viendra être replié vers le haut. Puis ici, nous aurons cette personne couchée sur le côté, la région ici glutéale, et l'incision, voilà la région de la 12e côte, 10e côte, et l'incision, donc couchée sur le côté, se fera donc ici. Et maintenant, nous avons bien sûr des possibilités en micro-invasif. Voilà cette incision classique de la lombotomie qui passe donc par cette région pour arriver au rein et à la région rétropéritonéale.
Pour ce qui est de la ponction, elle se fait en général ou en position assise ou en position couchée, ponction rénale. Et donc cette ponction rénale viendra ici passer de façon paravertébrale sous la 12e côte pour arriver sur le rein. Donc voici pour ces éléments de cette région lombale qui permet de revoir la paroi postérieure de l'abdomen de façon différente, non pas de l'avant, mais de l'arrière. Nous en avons là fini pour les parois de l'abdomen et le dernier cours sera le diaphragme qui vient donc être la paroi supérieure de la cavité abdominale. Je vous remercie pour votre attention.